Ok, bonjour. Nous sommes ici chez un ami de Gallagher, n'est-ce pas? Et nous sommes à San Francisco et je t'ai rencontré par chance aujourd'hui à la piscine. Donc je suis très contente et te remercie d'avoir accepté de me faire cette interview. C'est très gentil de ta part, en short notice, comme on dit en anglais. Je te remercie beaucoup, j'apprécie ta flexibilité. D'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe dans le monde de la télé. Il faut que ce soit spontané, sinon on perd la moitié des choses, n'est-ce pas, dans la vie, si on va réfléchir 20 000 fois à ce qu'on va faire demain ou dans 15 jours. Donc, je ne t'ai jamais connue, donc je vais te connaître. En même temps, on va faire ta connaissance ensemble avec le public. Donc, si je comprends bien, tu es aussi dans le monde de l'audiovisuel. Et quel est ton rôle dans tout ça, enfin dans ce que tu fais? Quel est ton rôle? Est-ce que tu supervises? Est-ce que tu produis? Est-ce que tu fais? Je suis correspondant pour une chaîne d'information internationale française, pour la chaîne d'information internationale française, parce qu'on n'en a qu'une seule en France, qui s'appelle France 24, qui a été démarrée il y a 2 ans. Par le gouvernement, n'est-ce pas? Voilà, ça a été lancé, c'était une initiative de Jacques Chirac. On dit qu'elle est née à la suite du discours de Dominique de Villepin aux Nations Unies en 2003, refusant l'entrée de la France en Irak aux côtés des forces de la coalition. C'est super ça. Et à ce moment-là, Chirac, paraît-il, a dit que la France avait besoin d'une voix médiatique à l'échelle internationale, au même titre que la BBC pour l'Angleterre, Al Jazeera pour le Qatar et CNN pour les Américains. Et donc l'idée c'était de permettre finalement à la France de se faire entendre à l'échelle internationale. Mais moi c'est pas mon but, moi je suis journaliste, moi je suis pas porte-parole médiatique du pays où je suis né. J'essaie juste de faire mon métier qui consiste à refaire des reportages, à observer et à parler de ce que j'ai observé, à essayer de rapporter des faits autant que possible. Sur vidéo? Sur vidéo, voilà. Alors, on travaille avec un budget qui est quand même plus limité que les chaînes dont j'ai parlé précédemment. Les chaînes commerciales? Okay. Oui, que la BBC, ou Al Jazeera, ou CNN. Oui. Et ça fait que moi, par exemple à Los Angeles, je travaille tout seul ou avec l'aide de mon frère qui fait des études de cinéma. Par exemple, lui filme, et moi ensuite je monte, j'écris mon commentaire en français et en anglais. Et tu l'envoies à L24. Voilà, je le compresse et je le dépose sur un FTP que Paris récupère. C'est ce que je fais tout le temps avec Si. Et ce qui est intéressant à France 24, c'est que par exemple on travaille dans plusieurs langues. On a une chaîne en français, en anglais et en arabe. D'accord. Malheureusement, je ne parlais pas arabe. Donc je peux pas faire anglais, français. Voilà, mais je fais le français et l'anglais. Et ça... Mais peut-être que tes copains qui parlent arabe peuvent t'aider. Ouais, notamment on a des gens qui font dans les 3 langues, des Libanais notamment, qui sont des gens qui conversent parfaitement. C'est vrai, je connais des gens qui sont trilingues, Enfin, moi je comprends, donc j'étais éduquée en Tunisie, donc... mais de le parler, non. Surtout l'arabe médiatique, qui n'est pas le même que le dialecte nord-africain ou même du Maghreb. Donc c'est un peu plus sophistiqué. C'est l'arabe d'Al Jazeera finalement qu'il faut savoir parler. C'est l'arabe littéraire, pas l'arabe... il est à mi-chemin en fait, je dirais, entre le dialectal et le littéraire. Parce que c'est pas non plus la langue du Coran, l'arabe médiatique. C'est un arabe beaucoup plus moderne quand même, je pense. D'accord. Oui, enfin c'est quelque chose que tout le monde comprend, même les gens qui parlent le dialecte, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Et donc, quand tu leur envoies le reportage, c'est eux qui décident s'ils veulent le diffuser ou pas comme Non, en fait, ça se passe pas exactement comme ça. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé à Paris avec ces gens avant, donc je les connais un petit peu. Et il y a 2 possibilités. Soit moi, je leur propose un sujet de reportage, ils me disent oui, ça très bien, ça m'intéresse. Par exemple, là, récemment, j'ai fait un sujet sur les étudiants clandestins de UCLA. C'est des étudiants sans papier. Donc là, je l'ai proposé à la chaîne m'a dit très bien, fais-le. Mais il y a d'autres fois, par exemple quand la Flamme Olympique est venue à San Francisco, où c'est eux qui m'appellent et qui me disent est-ce que tu peux aller à San Francisco couvrir ça pour nous? Et tu l'as fait. Voilà, donc je l'ai fait. Donc ça peut marcher dans les 2 sens. Il y a aussi les fois où je propose des sujets et ils me disent ça m'intéresse pas. Par exemple, j'ai proposé un sujet sur la voiture à hydrogène
Et ils m'ont dit non, ça je suis désolé, mais ça m'intéresse pas. Il n'y a pas encore assez de gens qui sont intéressés par le sujet. Bah je sais pas, enfin, des fois, tu sais, c'est une question de politique éditoriale, mais moi je suis pas dans le secret des dieux, donc je connais pas forcément les raisons. Ceux qui acceptent le sujet ou pas. Voilà. D'accord. Oui, en fait, aussi c'est parce qu'il y a beaucoup de pression pour les fabricants d'auto de couvrir un peu le sujet. Mais vous n'êtes pas acheté par Renault, par exemple, qui mettent des pubs chez vous? Bah, au tout début, on fonctionnait sans publicité, oui. Puisqu'on est doté d'un budget de 80 millions d'euros par an, voilà, renouvelable sur 4 ans. Donc 320 millions sur 4 ans. Mais petit à petit, on a commencé à attirer des annonceurs. On a, il me semble, Air France, peut-être Rolex ou Christian Dior, des trucs comme ça, quoi. Mais je pense pas que ça représente des sommes suffisantes pour devenir un enjeu qui fasse que ce soit une source de pression. Donc ta question, est-ce qu'on est acheté par des grands lobbies ou des grandes compagnies qui vous empêchent de dire n'importe quoi? Je sais pas. Non, je trouve pas. Enfin, des fois, ça peut jouer un rôle. Si vous êtes en train d'essayer d'obtenir un contrat avec Renault, ils vont vous dire vous n'allez pas faire de la pub pour d'autres trucs de voitures qu'on fabrique. Mais en fait, toi, tu connais pas qu'est-ce qu'il y a la politique derrière ou quoi que ce soit. Parce que bon, Renault, c'est une grosse boîte qui contrôle quand même beaucoup la France. Donc, il y a combien de personnes à la 24? C'est une chaîne qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, les tranches fortes, les heures fortes sont le matin, de 6 h du matin à 9 h du matin. Et le soir, il me semble, de 18 h à 21 h. Là, il y a du 20 h, 23 h plutôt. 20 h, 23 h. Là, il y a pas mal de monde. Alors, le total de journalistes, il me semble qu'il y a un peu moins de 400 journalistes. Très jeunes, la moyenne d'âge c'est 30-31 ans, je crois. Et le nombre de personnes qui travaillent dans la boîte au total, je sais pas, je dirais peut-être 500, 600, quelque chose comme ça. Donc ils sont payés par reportage? Non, tu as des salariés, des gens qui sont staff, donc des gens qui sont en CDI à Paris, et eux sont payés un fixe, quelle que soit la quantité de travail qu'ils fournissent. Et puis après, tu as effectivement des correspondants à l'étranger qui sont payés en fonction du nombre de reportages qu'ils livrent. D'accord. Donc ça varie énormément en fonction de l'actualité. Tu vois, si tu es dans un pays où tout d'un coup il y a une guerre, ou je sais pas, il y a un événement politique fort, tu vas beaucoup travailler. Mais par contre, si par exemple, des fois Los Angeles, par exemple le mois dernier, c'était très très calme. Donc j'ai pas fait grand chose finalement, c'est la flamme olympique qui m'a sauvé, quoi. Mais sinon, ouais, il y avait... Mais après, tu peux également traiter des sujets qui sont un petit peu en dehors de l'actualité. Donc tu passes la moitié de ton temps ici, c'est ça? À San Francisco? Non, bah récemment oui, je suis monté. Non, je veux dire aux États-Unis. Ouais, non, ouais, en ce moment, ouais, la moitié de mon temps, ouais, même plus, quoi, les 3 quarts. Donc c'est bien, ça t'arrange, tu voulais connaître les États-Unis, n'est-ce pas? Bah moi en fait, je suis franco-américain, donc... tu as la double nationalité comme moi? Ouais, donc je suis venu plusieurs fois aux États-Unis déjà, j'ai fait mes études supérieures aux États-Unis, donc je connaissais déjà un petit peu. Tu as une mère française, un père américain? Ouais. D'accord. Bah, moi aussi j'ai la double nationalité, je peux le pays. Donc non, je pense que c'était pour moi l'occasion de faire quelque chose que j'aurais pas pu faire dans un autre network, dans une autre chaîne en étant aussi jeune. Parce que là, étant donné que c'est un projet relativement récent, bah, ils cherchent des gens à tous les étages et à tous les échelons. Et en étant jeune et peu d'expérience, finalement, tu peux proposer tes services pour un poste qui quand même nécessite beaucoup d'expérience ou plus d'expérience, donc c'est une grosse responsabilité. Donc tu as 2 ans d'expérience, on mec qui s'existe depuis 2 ans. Ouais, j'ai 2 ans d'expérience, mais avant ça, en fait, j'ai travaillé pour Canal+. Ah bon, donc tu avais déjà de l'expérience? Ouais, un petit peu en tant que caméraman, mais c'était différent encore parce que c'était quand même dans le cadre de mes études, donc c'était un apprentissage, donc c'était du mi-temps, mais c'était quand même... c'est vrai que ça compte quand même comme expérience. D'accord, donc... Là, donc, tu continues, disons, parce que tu es assez jeune. Sur ma lancée. Ouais, tu te lances dans la carrière, on ne sait jamais... Mais quand tu dis que c'est ta propre boîte, c'est parce que tu es ton... Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que tu peux pas vendre... Enfin, ça se fait pas beaucoup de vendre à une chaîne en tant que particulier. Donc tu dois créer notamment pour des raisons légales, donc tu crées une boîte, parce qu'ils préfèrent un dialogue inter-boîte, quoi, que... Donc toi, tu es plutôt non salarié? Ouais, moi je suis non salarié, ouais. D'accord. Ouais. Ça t'arrange? Bien sûr, ouais, ça donne une grande liberté, quoi. C'est risqué, mais en même temps, ça te donne une liberté de ne pas avoir de contraintes. Parce que, tu vois, par exemple, là, mercredi, je rentre en France, et je leur ai dit, voilà, je vais m'absenter, là.
Et bon, ils peuvent me dire que ça les arrange pas, auquel